Il s'appelait Moïse, mais on ne l'avait pas trouvé sur un fleuve. On l'avait découvert dans une ruelle de Dakar, enveloppé dans une couverture trouée, un bracelet en tissu rouge noué à sa cheville. Aucune lettre. Aucune explication. Juste un silence dans la nuit chaude, et deux yeux qui regardaient déjà les étoiles comme si l'on comprenait le langage. Il n'avait que 3 mois quand il a quitté le Sénégal. Le voyage vers la France s'est fait dans les bras d'un couple que l'on disait étrange, parce qu'ils avaient choisi d'adopter plutôt que de faire des enfants à eux. Claire et Antoine Ménard. Elle, professeure de littérature. Lui, artisan verrier. Ils vivaient dans un vieux village en Bourgogne, avec des glycines aux fenêtres et des souvenirs plein les étagères. Quand ils sont arrivés avec ce bébé noir dans les bras, la boulangerie s'est tue pendant une minute entière. Les regards ont fusé, mais aucun mot n'a été dit. La France silencieuse. La France gênée. Mais Moïse, lui, n'a rien remarqué. Il a grandi dans une maison où chaque livre était une fenêtre, chaque mot un espoir. À 6 ans, Moïse aimait s'asseoir dans le grenier et parler aux objets. Toi, vieille horloge, tu viens de quelle époque? Et toi, lampe cassée, as-tu vu la lumière avant moi? Claire l'écoutait parfois, cachée derrière la porte. Elle disait à Antoine. Notre fils ne parle pas, il chante. Mais à l'école, c'était une autre histoire. Les enfants n'étaient pas méchants. Juste, curieux. Pourquoi ta peau est foncée? Pourquoi ta mère est blanche? Pourquoi tu as un prénom de la Bible? Pourquoi tu ne sais pas d'où tu viens? Moïse ne savait jamais quoi répondre. Alors il écrivait. Sur des feuilles. Des cartons. Des bouts de nappe. Des poèmes, des questions, des rêves. Et un jour, il a écrit. Je suis un enfant tombé du ciel. Mais personne ne sait si le ciel était clair ou couvert ce jour-là. Claire a pleuré en lisant ce poème. Antoine, lui, a posé la feuille dans un cadre en verre, qu'il a soufflé lui-même. À 10 ans, Moïse a commencé à poser des questions plus lourdes. Maman, est-ce que j'ai été abandonnée? Je ne crois pas. Je pense que tu as été confiée. Confiée à qui? À la vie. Elle n'avait pas menti. Elle avait juste mis de la poésie dans une vérité trop tranchante pour un cœur d'enfant. Moïse ne parlait plus aux objets. Il avait découvert que les humains avaient parfois plus de mystère. À 13 ans, un professeur lui a demandé. Moïse, tu veux faire quoi plus tard? Il a répondu. Je veux découvrir qui je suis, puis j'écrirai un livre. Le prof a souri, un peu gêné. Mais Moïse, lui, ne souriait pas. Il était sérieux. Il était en mission. Moïse avait maintenant 15 ans. L'âge où la voix change, où le cœur se serre sans prévenir, où les questions deviennent plus tranchantes que les réponses. Il avait grandi droit, discret, beau sans le savoir. Mais à chaque miroir, il voyait un étranger. Ses traits, sa peau, ses cheveux. Rien ne rappelait Claire. Rien ne rappelait Antoine. On me dit que je suis leur fils. Mais je ne vois rien d'eux en moi. Rien. Le matin, dans la salle de bain, il fixait son reflet et murmurait. Qui es-tu? Et pourquoi suis-je ici? Claire l'avait entendu un jour, derrière la porte. Elle n'a pas osé entrer. L'été de ses 16 ans, il a eu une idée folle. Il a vidé toutes ses économies, pris un sac à dos, et est monté dans un avion. Destination, Dakar. Seul. Sans prévenir. À son arrivée, il a senti un vertige. L'air, la chaleur, les odeurs de poissons, les klaxons, les couleurs. Tout était à la fois étranger et familier. Il se sentait chez lui dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il a marché longtemps. Le long des marchés, des plages, des rues pleines de rire et de poussière. Il n'avait aucun indice. Juste le bracelet rouge qu'il avait toujours gardé, celui trouvé à sa cheville bébé. Un vieillard, vendeur de tissus, l'a interpellé. Et, petit. Ce bracelet-là, tu sais ce que c'est? Moïse a hoché la tête. Non. Je l'ai depuis toujours. Le vieil homme a souri tristement. C'est un bracelet de passage. On l'attache aux enfants qu'on protège. Il vient du village de Yoff. Là-bas,
On croit que certains enfants sont des âmes revenues. On les appelle les revenants de lumière. Moïse a senti son cœur s'arrêter une seconde. Revenant, lumière? Il avait l'impression que toute sa vie pointait vers ce mot. Il s'est rendu à Yoff. Il a parlé aux anciens. Il a montré son bracelet. Certains l'ont regardé longtemps. Très longtemps. Une vieille femme a murmuré. Tu ressembles à un enfant qu'on n'a jamais retrouvé. Le fils d'une jeune fille morte trop tôt. Mais elle n'était pas sûre. Rien n'était certain. Seulement des échos. Des silences. Des regards. Moïse est resté 2 semaines au Sénégal. Il a vu la mer, les enfants jouer pieds nus, les femmes chanter en pilant le mil. Il a entendu les tambours résonner dans la nuit. Il a senti une force, comme si quelque chose dormait en lui depuis toujours et venait de s'éveiller. Mais il n'a pas trouvé sa mère. Pas de nom. Pas de tombe. Seulement une idée, il venait d'un monde où les choses ne s'expliquent pas, elles se sentent. Quand il est rentré en France, Claire l'attendait à l'aéroport. Les larmes aux yeux, mais le cœur fier. Tu es parti sans prévenir, Moïse. J'ai eu peur. Moi aussi. Mais il fallait que j'y aille. Et, qu'as-tu trouvé? Un vide, qui fait moins mal maintenant. Elle l'a pris dans ses bras. Et pour la première fois depuis longtemps, il s'est laissé aller. Il a pleuré. Les jours ont passé. Moïse a repris l'école, mais il n'était plus le même. Il parlait peu, mais chaque mot comptait. Il écrivait davantage. Des histoires, des poèmes, des portraits d'inconnus. Un jour, un concours national d'écriture a été lancé. Thème, d'où viens-tu, vraiment? Il a hésité. Puis il a écrit. Pas un texte. Pas une nouvelle. Un cri. Je suis né d'un mystère. Je suis le fils d'un silence et d'un regard. Je suis l'ombre portée d'une mère que je n'ai jamais vue. Et la lumière construite par des mains qui ne m'ont jamais abandonné. Je viens d'un monde sans carte, sans certitude. Mais je suis là. Je vis. Et j'écris. N'est-ce pas déjà une réponse? Le jury a été bouleversé. Il a gagné. Son texte a été lu à la radio. Puis publié. On l'a invité à Paris, à la télévision. On lui a demandé. Moïse, tu veux devenir écrivain? Il a souri. Non. Je veux devenir vrai. Le reste viendra. Moïse n'avait que 17 ans, mais on parlait déjà de lui comme d'un prodige silencieux. Les journaux disaient. Un adolescent adopté, venu de loin, qui écrit comme s'il traduisait l'âme. Mais lui, il se méfiait des mots trop brillants. Il n'aimait pas les projecteurs. Il préférait les bancs vides au fond des bibliothèques, les fenêtres ouvertes sur des ciels gris, les silences qui disent plus qu'un discours. Il n'avait pas cherché la gloire. Il avait juste écrit ce qu'il ressentait et les autres y avaient reconnu leur propre douleur. Claire le regardait grandir avec un pincement au cœur. Elle l'avait aimé depuis le premier regard. Mais maintenant, il devenait quelqu'un qu'elle n'avait pas modelé. Quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qu'elle n'avait pas conçu, mais qu'elle avait élevé. Un soir, elle est entrée dans sa chambre et lui a demandé doucement. « Est-ce que tu m'en veux? De ne pas être ta mère de sang? » Il a relevé les yeux, calmement. « Non. Tu es sûre? Tu es la seule mère que j'ai connue. Et j'en ai eu besoin plus que de vérité. » Elle s'est approchée, l'a pris dans ses bras. « Je suis fière de toi, Moïse. Même si tu ne me ressembles pas, tu es ce que j'ai fait de plus beau. » Cette nuit-là, Moïse a rêvé. Il était debout dans une clairière. Une femme aux cheveux longs, vêtue d'un pagne rouge, s'approchait de lui. Elle ne parlait pas, mais son regard était rempli d'une lumière ancienne. Elle lui a tendu une main, et dans l'autre, il y avait, le même bracelet rouge que le sien. Il s'est réveillé en sursaut. Il ne savait pas ce que cela voulait dire. Mais il a su, au fond de lui, que quelque chose s'était refermé. Ou peut-être ouvert. À 18 ans, il a publié un premier recueil. Titre, Le garçon de lumière. Dès la première page, il écrivait. Je n'ai pas de racines visibles, mais j'ai des ailes silencieuses.
Je ne suis pas né pour appartenir, mais pour relier. Les critiques ont salué une écriture mystique et mature, une lucidité rare à son âge. Des écoles ont commencé à le contacter. Des associations, des jeunes adoptés, des familles déchirées. Il recevait des lettres de partout. Certaines venues d'enfants noirs, d'autres d'adolescents sans père, sans repère. Tous lui disaient la même chose. Tu as mis des mots sur ce qu'on ne savait pas formuler. Un jour, il a reçu une invitation. Une maison d'édition parisienne voulait l'éditer à plus grande échelle. On lui proposait des contrats, des conférences, des passages télévisés. Mais Moïse hésitait. Tu devrais y aller, lui disait Antoine. C'est le monde qui t'ouvre ses bras. Et si le monde me referme les siens après? Alors tu reviendras ici. Chez toi. Mais Moïse ne savait plus où était chez lui. Il se sentait entre deux mondes. Le village bourguignon, doux et blanc comme du pain frais. Et l'Afrique rouge, vivante, tremblante dans son sang. Il écrivait dans ses carnets. Je suis la jonction entre le souvenir d'un ventre inconnu et la tendresse d'une femme qui m'a appelé fils. Je suis le lien. Le fil. La suture. Un matin d'hiver, il a décidé de partir à Paris. Pas pour fuir, mais pour se confronter. Il a pris un petit studio, gris, au 6e étage sans ascenseur. Le genre d'endroit où l'on apprend à grandir par nécessité. Il y écrivait tous les jours. Il donnait des lectures dans des lycées. Il faisait pleurer des salles entières sans jamais hausser le ton. Un journaliste lui a demandé. Moïse, comment fais-tu pour toucher autant de gens, à seulement 19 ans? Il a répondu. J'écris avec mes cicatrices. Et les vôtres s'y reconnaissent. Mais une nuit, il a fait un cauchemar. Un rêve étrange. Il tenait un livre. Un très vieux livre. Mais toutes les pages étaient vierges. Et une voix lui disait. Si tu veux continuer à écrire, tu dois retourner là où tu n'as jamais été vraiment. Il s'est réveillé avec un frisson. Il a regardé le bracelet rouge à son poignet. Et il a compris. Il devait retourner au Sénégal. Mais cette fois, pas pour chercher. Pour écouter. L'avion atterrit sur le tarmac brûlant de Dakar un matin de février. Moïse portait un sac léger, un carnet vierge, et ce bracelet rouge qui ne l'avait jamais quitté. Il avait 20 ans. Et dans ses yeux, il n'y avait ni peur, ni certitude, juste cette soif ancienne, ce besoin de silence et de vérité. Il fut accueilli par une femme de l'association franco-sénégalaise qui l'avait aidé à retrouver ses premiers papiers. Elle s'appelait Fatou. Elle avait le regard doux et une voix comme du miel sur du bois. « Tu es prêt à rencontrer ton passé ?» lui demanda-t-elle. Il répondit simplement. « Je ne sais pas si je suis prêt. Mais je suis là. » Fatou lui offrit un sourire bienveillant. C'est souvent comme ça que commencent les vraies renaissances. Ils prirent la route vers Kaffrine, un village de latérite et de lumière, où le sable semblait danser entre les cases. Là-bas, le monde avait une autre cadence. Les enfants couraient pieds nus. Les femmes portaient les souvenirs sur leur tête et des berceuses dans leur voix. Le chef du village, un vieil homme au regard d'ivoire, l'accueillit avec respect. « Tu es Moïse, le fils de la femme disparue. » Elle s'appelait Aïssatou. Elle t'aimait, petit. Elle t'a donné la vie au prix de la sienne. Le garçon sentit ses jambes faiblir. Il n'avait jamais entendu ce prénom. Mais il résonnait en lui comme une musique oubliée. Il apprit qu'Aïssatou était morte en couche, seule, abandonnée par un homme de passage. Le village, incapable de prendre en charge le nourrisson, l'avait confié à un orphelinat à Dakar. Et le reste était devenu flou, administratif, presque irréel. Elle chantait tout le temps, dit une vieille femme du village. Même enceinte, elle dansait. Elle disait que tu serais un poète, un garçon qui fait parler les arbres. Moïse pleura. Pas de douleur. Mais de reconnaissance. Il resta 2 semaines dans le village. Il ne parlait pas beaucoup. Il écoutait. Les chants, les contes, les silences du soir. Il remplissait son carnet d'odeurs, de gestes, de poussière. Il écrivait. Ici, les arbres ont une mémoire. Et je suis un fruit tombé loin. Mais pas oublié.
Un jour, une femme l'emmena près d'un baobab. Elle lui dit: « C'est ici qu'on enterre les cordons ombilicaux. Le tien y est peut-être. » Il s'agenouilla, toucha la terre rouge. Et pour la première fois, il murmura: « Maman, merci. » Quand il rentra en France, il n'était plus le même. Antoine et Claire virent la différence tout de suite. Il marchait plus lentement. Son regard était plus calme, comme s'il avait fait la paix avec une guerre secrète. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» demanda Claire. « J'ai trouvé une chanson que je ne connaissais pas, et qui m'attendait. » À 21 ans, Moïse publia un second ouvrage. Titre: Là où chantent les racines. Ce n'était pas un livre. C'était un pont. Entre l'Afrique et l'Europe. Entre l'orphelin et le poète. Entre l'abandon et l'amour. Il y parlait d'identité fluide. D'adoption non comme rupture, mais comme greffe vivante. Il y écrivait: On m'a arraché à une terre, puis planté ailleurs. Mais au lieu de mourir, j'ai appris à fleurir autrement. Le livre devint un phénomène mondial. Traduit dans plus de 30 langues. Étudié dans les écoles, les universités. Adapté au théâtre. Récité lors de conférences sur la résilience, la mémoire, la filiation. Des enfants adoptés du monde entier l'écrivaient. Tu as mis des mots sur nos silences. Mais Moïse restait humble. Il refusait les plateaux de télévision. Il disait: Ce n'est pas moi qu'il faut applaudir. C'est la lumière qui passe à travers nous tous. Il créa une fondation. Elle s'appelait Les Enfants Tissés. Elle offrait des ateliers d'écriture, de parole et de musique aux jeunes déracinés. Elle construisait des ponts entre les pays, entre les histoires, entre les peaux. Il retourna souvent au Sénégal. Pas pour chercher, mais pour transmettre. Et un jour, sur une plage de Joal, il trouva un garçon assis seul, face à la mer. Le garçon avait 8 ans. Il s'appelait Alioune. Il était silencieux, triste. Orphelin. Moïse s'assit à côté de lui. « Tu veux qu'on écoute la mer ensemble ?» Le garçon hocha la tête. Et dans le vent salé, dans les vagues qui racontaient 1000 voyages, Moïse lui tendit son bracelet rouge. « Prends-le. Il m'a porté quand j'étais perdu. Maintenant, il t'attendait. » Le petit Alioune avait pris le bracelet rouge comme on reçoit un talisman. Il ne parla pas ce jour-là. Mais ses yeux dirent tout. Moïse, lui, avait compris, ce garçon était son miroir d'hier. Alors il resta, plusieurs jours. Puis plusieurs mois. Il installa une antenne de sa fondation à Joal Fadiout, non loin des coquillages et des tombeaux partagés entre chrétiens et musulmans. Un lieu d'unité silencieuse, comme un symbole. Là, il bâtit une école du silence, un lieu sans murs, où les enfants pouvaient écrire, chanter, dessiner leurs douleurs et leurs rêves. Il disait à ceux qui venaient: Vous n'avez pas besoin d'avoir les bons mots. Vous avez besoin d'avoir vos mots. Et je suis là pour vous aider à les entendre. Alioune devint un élève particulier. Il ne parlait toujours presque pas. Mais il écoutait comme s'il devait sauver chaque son. Moïse l'invitait à tout, les ateliers, les rencontres, les cérémonies. Un jour, en pleine saison des pluies, l'enfant lui demanda soudain: Pourquoi tu ne t'es pas vengé de ceux qui t'ont abandonné? Moïse sourit. Une réponse qu'il avait longtemps cherchée lui-même. Parce qu'on ne construit rien avec la vengeance. La colère brûle tout. Moi, je voulais être un feu qui éclaire. Pas qui détruit. À 30 ans, Moïse fut invité à s'exprimer devant les Nations Unies, lors d'un sommet mondial sur l'enfance et l'identité. Il portait un boubou blanc brodé, cadeau d'une griotte de Casamance. Et autour de son poignet, un nouveau bracelet rouge, tissé par Alioune. Il dit ce jour-là: Je ne suis pas seulement l'enfant adopté d'une famille française. Je suis le fils d'un monde tissé, cousu d'ombre et de lumière. On croit qu'un enfant qui change de pays change d'âme. Mais non. Il la redécouvre. J'ai porté 1000 silences. Aujourd'hui, je veux offrir 1000 voix. La salle se leva. Certains pleuraient. Mais lui, en sortant, alla appeler Claire et Antoine. Tout ce que je fais, c'est aussi grâce à vous.
Et Claire, la voix tremblante, lui dit. Non, Moïse. Tu étais déjà cette lumière quand tu es entré chez nous. Nous, on a juste ouvert une fenêtre. Alioune grandit. Et à 13 ans, il écrivit son premier texte. Un poème court, brut. Je suis né sans bruit. Mais mes pas font danser la terre. Je ne suis pas seul. Car mes larmes parlent avec moi. Moïse le lut en silence. Puis dit. Tu viens de commencer ton voyage, petit frère. Les années passèrent. Moïse devint une référence mondiale. Mais il refusait les médailles. Il refusait les statues. Il disait. Les statues ne parlent pas aux enfants. Les histoires, si. Il préférait les cercles de parole aux conférences. Les cahiers froissés aux diplômes. Les silences profonds aux interviews brillantes. Un jour, dans un lycée de banlieue parisienne, un garçon leva la main après son intervention. Mais vous, vous avez eu de la chance. Moïse répondit doucement. Non. J'ai eu des choix. Et j'ai fait le choix de transformer ma douleur en pont. La chance, c'est souvent une blessure bien cultivée. Il écrivit encore, toujours, sans relâche. Des récits pour enfants. Des poèmes en wolof, en français, en silence. Il traduisait les non-dits du monde. Et dans chacun de ses ouvrages, il y avait toujours une dédicace à Aïssatou. Toujours la même phrase. À celle qui a donné la vie sans rien demander, et qui continue de respirer dans mes mots. À 40 ans, il reçut une proposition, un film inspiré de sa vie. Il refusa d'abord. Puis réfléchit. À condition que ce soit Alioune qui écrive le scénario. Il faut que ce soit quelqu'un qui m'a vu en vrai, pas seulement en légende. Le film s'appela Racines de lumière. Et il fit le tour du monde. Dans une scène centrale, l'acteur jouant Moïse regarde l'enfant qu'il était et dit. Tu croyais que tu étais seul. Mais tu étais porté. Porté par l'invisible. Le jour de ses 50 ans, Moïse se rendit sous le vieux baobab de Kafrine. Avec lui, une petite fille, sa fille adoptive, née d'un drame, trouvée sur le seuil d'un centre d'accueil à Thiès. Elle s'appelait Aïssatou, comme un hommage. C'est ici que tout a commencé, lui dit-il. Et c'est ici que je veux t'enseigner une seule chose. Tes racines ne sont pas des chênes. Elles sont des ailes plantées dans la terre. Moïse n'était plus un enfant perdu. Il était devenu un homme rivière. Un porteur d'âme. Un tisseur de liens. Et partout où il allait, les gens disaient. Ce n'est pas seulement un écrivain. C'est une mémoire qui marche. Moïse avait vieilli comme un arbre noble, sans bruit, mais avec présence. À 70 ans, il vivait entre deux pays, deux mondes, deux silences. À Paris, il tenait un cercle d'écriture pour enfants de l'aide sociale à l'enfance. À Dakar, il accompagnait des artistes qui racontaient la mémoire des villages, la beauté des ancêtres. Il disait souvent. Je suis né d'un départ. Mais je meurs dans la transmission. Mon histoire n'est pas un chef-d'œuvre. C'est un pont. Et j'espère que vous marcherez dessus. Sa fille, Aïssatou, avait grandi dans cette lumière tranquille. Elle aussi, était différente. Elle avait ce regard d'eau profonde, comme Moïse jeune. Elle parlait peu, mais ses dessins disaient l'invisible. À 20 ans, elle peignait des visages d'enfants sans yeux mais pleins d'âme. Ses tableaux s'arrachaient déjà en galerie. Mais elle refusait les projecteurs. Elle disait. Je ne veux pas être célèbre. Je veux réparer. Un jour, en rentrant du Sénégal, Moïse tomba malade. Un mal discret. Fatigue inexpliquée. Douleur diffuse. Les médecins parlèrent doucement, le temps se raccourcit. Il sourit. Tant mieux, j'ai encore des choses à dire. Il enregistra alors une série de lettres audio. Pour les enfants qu'il ne rencontrerait jamais. Pour les adoptions futures. Pour les âmes errantes. Chaque lettre commençait ainsi. À toi, qui as l'impression d'être un morceau déchiré. Écoute bien, tu es le début d'un chant. Tu n'es pas une erreur, tu es un mystère. Et il racontait. L'enfant sur le sable rouge. Le bracelet. Les bras de Claire. Le silence.
le feu, la lumière. Quand il sentit la fin proche, il demanda à être enterré entre deux terres. Pas dans une patrie, mais dans un lieu de passage. Il choisit Gorée, l'île de mémoire. Mais pas face à la porte du voyage sans retour. Non. Il demanda une pierre simple, près d'un arbre, face au soleil levant. Et sur la stèle, une seule phrase. Ici repose un lien vivant. Le jour de son départ, le monde pleura. À Dakar, les enfants portaient des foulards rouges. À Paris, on suspendit des bracelets tressés sur les grilles des écoles. À New York, une salle fut rebaptisée The Moïse Room. Mais ce fut Aïssatou, sa fille, qui fit l'éloge le plus simple. Elle monta sur l'estrade, vêtue d'un pagne noir et or, tissé par une femme de Kaolack. Et dit: Mon père m'a appris une seule chose. Ne cherche pas à être parfait. Sois entier. Il m'a dit que le monde a besoin de ponts, pas de murs. Alors je continuerai. Quelques mois plus tard, elle ouvrit la maison des passants. Un lieu d'accueil pour jeunes perdus, déracinés, égarés. On y venait écrire, danser, pleurer, recommencer. Au mur, une citation de Moïse. Les racines sont ce qu'on fait pousser dans les autres. Et dans le monde entier, des enfants, devenus grands, racontaient un jour où un homme leur avait tendu un stylo, un regard, une écoute. Ils ne savaient parfois même plus son nom. Mais ils disaient: Il m'a vu. Et il m'a fait me voir. Moïse n'avait pas changé le monde. Il avait changé des vies. Et c'est parfois plus puissant. Car les vrais héros ne font pas de bruit. Ils marchent à côté de nous, comme des soleils discrets. Et quand ils partent, ils laissent en nous des étoiles silencieuses.